une nouvelle vidéo sur Histoire de créateurs et aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de Elsa Schiaparelli, la grande rivale de Coco Chanel dont on a un petit peu oublié le nom de nos jours. Elsa Schiaparelli est née le 10 septembre 1890 à Rome et elle est décédée à l'âge de 83 ans à Paris le 13 novembre 1973. Donc c'est une créatrice de mode qui a tenu la maison de haute couture du même nom, Schiaparelli, des années 30 aux années 50. Connue comme très provocatrice et surtout très avant-gardiste pour son époque, elle est également un petit peu l'emblème de sa marque avec ce rose choking qui a marqué toute une génération. Elsa Schiaparelli n'était pas du tout née dans le berceau de la mode, même si sa maman est une descendante des Médicis, donc elle a un petit peu la mode dans le sang comme Catherine des Médicis, mais elle est née plutôt dans une famille d'universitaires, même que son oncle Giovanni Schiaparelli était un astronome et même promoteur de la théorie des canaux des Martiens, et ce fut même le premier à cartographier cette planète. Donc elle n'était pas vraiment bercée par la mode dans son entourage. Donc elle a étudié la philosophie dès son plus en âge. Elle a également écrit des poèmes assez érotiques qui ne plaisaient pas du tout à sa famille. Donc par la suite elle est envoyée au couvent où elle entame une grève de la faim. Donc c'était vraiment une révolutionnaire pour son époque et on va dire qu'elle était toujours un petit peu rebelle. Par la suite elle va à Londres où en 1910 elle épouse, je vais vous citer parce que son nom il est hyper long, Will M. de Wend de Kertor, donc c'est un théosophe qu'elle rencontre dans la capitale britannique et par la suite elle le suit aux États-Unis. Un mari assez volage qui finit par la quitter tout de même pour une danseuse prénommée Isadora Duncan. Donc par la suite de ce divorce, la future créatrice part revivre à Paris où elle se lie d'amitié avec les dadaïstes. Donc les dadaïstes, si vous ne le connaissez pas, c'est un mouvement artistique de l'entre-deux-guerres, même après la guerre, qui en fait rejette toute forme de politique, qui remet en cause toutes les conventions et contraintes imposées par la société à l'époque. Et en fait c'était tous ces artistes qui étaient contre cette mise en place, donc on les appelait les dadaïstes. C'est un peu un sujet compliqué à comprendre mais c'est assez intéressant au niveau historique. Donc on va dire un peu qu'Elsa c'était l'ancêtre un petit peu du vintage parce qu'elle parcourait les puces pour ensuite vendre ses trouvailles à des antiquaires pour se faire un peu d'argent. Pourtant si vous ne la connaissez pas du tout Schiaparelli, on va dire que c'est une très grande créatrice de mode évidemment maintenant qu'on connaît dans les plus grands, mais pourtant elle ne savait pas coudre et c'est par tout hasard en 1922 alors qu'elle faisait du shopping avec une amie qu'elle rencontra Paul Poiret, donc le célèbre couturier français et également parfumier, et celui-ci a proposé à Elsa d'essayer des pièces de sa nouvelle collection. Il pensait qu'elle fera une bonne publicité et à partir de là elle a commencé à laisser tomber ce qu'elle faisait au niveau des poèmes etc. et à se consacrer plus à la mode. C'est à partir de 1927 qu'elle se lance dans la mode et donc qu'elle ouvre son entreprise et sa première boutique dont le nom est Schiaparelli pour le sport. Pourquoi on peut dire que Elsa était une avant-gardiste, car c'est elle la première qui a commencé à créer les pulls qu'on peut même dire qu'on porte aujourd'hui. Elle avait créé un pull un petit peu avec un trompe-l'œil, avec un grand nœud, qui par la suite a même beaucoup plu à Vogue qui pensait que c'était un chef-d'œuvre dont il devait en parler et faire connaître dans toutes les États-Unis et également à travers le monde. Donc c'est à partir de là que sa carrière va commencer et elle a également créé des pulls avec différents serpents, des ornements, donc vraiment quelque chose d'assez innovant pour l'époque. On va dire que c'était un peu l'ancêtre du streetwear parce que vraiment c'était des suites, des pulls on va dire, mais qui ressemblent beaucoup au modèle qu'on porte toujours de nos jours. En 1930 elle dépose également un brevet pour un maillot de bain avec un soutien-gorge intégré qui sera ensuite décliné pour les différents modèles des robes qu'elle va créer. Et elle a également créé la jupe culotte qui était assez pratique pour le sport à l'époque et qui a fait un grand scandale en Angleterre. Mais on va dire comment on pouvait faire du sport à l'époque en jupe quoi, enfin c'était vraiment quand même une pièce qui faisait scandale peut-être à l'époque, mais ça a vraiment changé le cours de l'histoire et des tenues pour les femmes, surtout pour pratiquer différents sports où en jupe c'était pas vraiment très pratique. Par la suite elle s'installe au 21 place Vendôme dans les locaux de l'ancienne couturière Louise Chéruy
chez lui où elle développe son entreprise. L'hôtel Fond-Pétuis où elle s'installe comporte 98 pièces et 5 étages, et puis après elle a plus de 400 employés qui qui travaillent pour elle, donc c'est vraiment le début de sa carrière qui explose, car seulement en quelques temps, Schiaparelli a fait sa place dans le monde de la mode en faisant des coupes assez extravagantes qui ont aiguiser l'œil et la curiosité de ses clientes, également des personnes qui achetaient ses créations ou qui souhaitaient devenir ses futurs clients. Parce que comme je vous le disais, c'était assez une mode très extravagante, complètement à l'opposé par exemple de Coco Chanel ou encore de Dior, avec son new look évidemment qui a pas mal chamboulé tous les créateurs de l'époque, surtout après la guerre. Mais Schiaparelli avait vraiment cette touche d'originalité qui a vraiment fait la différence à l'époque, en plus des collaborations un petit peu on va dire qu'elle a fait avec différents artistes. Elle est devenue l'arbitre de la haute couture par le magazine Times en faisant la couverture en 1934 face à sa rivale de Coco Chanel, car c'est vraiment elle la première créatrice qui a eu une telle opportunité pour l'époque. Donc elle a fait différentes pièces dont elle a travaillé avec différents artistes comme par exemple Salvador Dali au cours des années 30 qui a connu un grand succès, ou encore avec Jean Cocteau ou Alberto Giacometti, et en plus de Jean-Michel Franck dont elle va financer une partie de sa boutique parisienne. Ces artistes également vont participer à la décoration de ces différentes boutiques en apportant des touches d'originalité et vraiment de la déco d'avant-garde. Et également elle a beaucoup d'actrices dans ses clients comme par exemple Marlène Dietrich, Greta Garbo, Lorraine Bacall ou encore l'aviatrice Amelia Earhart. Avec ses créations donc très avant-garde, comme je pense je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, elle apporte vraiment une touche de nouveauté dans ses créations à la fois loufoque. On peut la surnommer une créatrice de concept car elle transforme différentes pièces en d'autres objets. Évidemment Choquée ne déplaisait pas du tout à Schiaparelli, donc c'est en 1936 qu'elle lance son premier parfum dont le nom est Shocking. Celui-ci représente le torse d'une femme qui est en fait moulé sur un vrai torse de Mae West qui était le sex symbole hollywoodien de l'époque. Donc ça fait vraiment un scandale. Au niveau de ces défilés, c'était comme des œuvres d'art, des mises en scène théâtrales, et c'est vraiment la première qui a donné vraiment des thèmes à ces défilés comme par exemple Commedia dell'arte, Païenne ou encore Stop, Look and Listen. Donc c'était vraiment une innovation à l'époque. Aujourd'hui on va se dire que c'est un petit peu commun pour tous les créateurs, mais à l'époque c'était vraiment une présentation assez originale qui n'était pas du tout classique on va dire. C'était même présenté auparavant sur des mannequins qui n'étaient pas du tout vivants, sur des faux mannequins. Et là c'était vraiment des mises en scène théâtrales qui avaient un décor assez spécifique et du coup très innovateur. Comme le défilé de 1948 dont le nom est le cirque, avec différents décors, avec des singes, des éléphants, des chevaux, des motifs brodés, donc vraiment tout un univers autour du cirque. Donc ce fut un succès, à la fin du défilé les commandes n'arrêtaient pas de se multiplier et il y avait même une coordonnance avec l'exposition du surréalisme qui était au Beaux-Arts à cette même époque. Elsa réalisa également des costumes pour des films comme par exemple Pour Femmes ou encore Fifi Peau de Pêche. En 1940 évidemment la guerre éclata, elle s'exila aux États-Unis et donna les clés de sa maison à un de ses collaborateurs. Elle revient donc à Paris après la libération pour ensuite reprendre les mains de la maison de couture. Elle embaucha un jeune modéliste, Hubert de Givenchy, qui par la suite deviendra un grand fou couturier également. Par la suite donc il y a l'arrivée de Christian Dior avec son apogée le New Look qui a fait un grand coup d'éclat à tous les créateurs de l'époque. À partir de 1954 elle a d'énormes soucis financiers qui l'obligent de fermer la maison de couture et également elle se consacre plus à son auto-biographie de Shocking Life. En 1973 elle décède dans son sommeil à Paris après une longue vie de créativité, même si aujourd'hui beaucoup l'ont un petit peu oublié, même moi je ne connaissais pas du tout son histoire. Je connaissais la marque parce que j'aime beaucoup les créations qu'ils font là depuis la reprise. Donc la marque a été reprise en 2012, donc 50 ans après. Et malgré l'oubli un petit peu dans le monde de la mode de ses créations, ses visages, sa mémoire a toujours été conservé
par les artistes peintres comme Man Ray ou encore Picasso. Donc c'est officiellement en 2012 que la marque reprend de service, mais c'est en 2007 que Roger de la Vallée rachète du groupe Tod's Schiaparelli, un compatriote italien qui avait laissé périr la marque, et c'est également le même propriétaire que la maison de chaussures Roger Vivier. Au printemps 2012, il y a également le Metropolitan Museum de New York qui confronta Miucci Prada à Elsa Schiaparelli dans une exposition Impossible Conversation, où on peut voir un petit peu leur côté artistique qui était un petit peu semblable. On pouvait même voir sur des écrans une conversation virtuelle entre les deux créatrices, donc pour voir que Miucci Prada s'était un petit peu inspiré des créations de Schiaparelli, qui avait un style assez similaire. Donc c'est après 60 ans d'absence que Schiaparelli revient en force avec des nouvelles créations dans les mêmes décors surréalistes des années passées, pour faire revivre cette patte que Elsa avait créée à l'époque. À la fin de 2013, la marque se voit comme invitée de la chambre syndicale de la haute couture et défile pour la première fois depuis fort longtemps le 20 janvier 2014 et également le 7 juillet de la même année. Donc aujourd'hui, le directeur artistique de la maison est Daniel Rosberelli, qui est âgé de 33 ans. Il a passé plus de 10 ans aux côtés de Thom Browne, dont le même nom de la marque. Donc désormais il s'occupe de la maison Schiaparelli et de ses différentes collections. Je trouve qu'il a quand même assez bien conservé ces touches d'extravagance et de fantaisie de Elsa, avec toujours ces touches de rose shocking, donc de ce fuchsia assez flashy et assez voyant, qui est l'emblème de la maison depuis 1937. Donc malgré qu'elle était très en avance sur son temps, que ça plaisait pas du tout à sa famille ou même du tout à la société au niveau de ses créations, on a bien vu qu'elle a quand même fait sa place dans le monde de la mode, et que depuis sa création, ça a suivi tout au long des années et que ça marquait plus qu'une seule génération. Également différents mouvements comme les mouvements dadaïstes, surréalistes, donc on va dire qu'elle est un peu artiste dans l'âme comme ces artistes de l'époque, donc Picasso, Man Ray, Salvador Dali. On va dire qu'ils sont un petit peu fous pour l'époque, mais ils ont su marquer leur temps, et aujourd'hui Schiaparelli est quand même une des emblèmes de la haute couture, tout simplement. Même qu'à l'époque, donc, elle était un petit peu rivale avec Coco Chanel, même si elles avaient un style tout à fait différent. Elles avaient un petit peu la même clientèle, donc il y avait la clientèle qui aimait plutôt le côté sobre de Coco Chanel, mais ils étaient toujours attisés par les nouvelles pièces de Schiaparelli, qui étaient très flashy, extravagante et loufoque, dont on avait vraiment envie d'essayer de porter parce que c'était vraiment innovant pour leur temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos créateurs préférés. Est-ce que vous étiez plus Elsa Schiaparelli ou Coco Chanel? Si vous avez d'autres créateurs que vous aimeriez que je fasse dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, également à me suivre et à liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos, histoire de mode, créateurs et bien plus encore. Bye!